Un millionnaire laisse tomber son portefeuille rempli d'argent au milieu du trottoir pour tester un garçon qui vit dans la rue et mendie. Lorsque l'enfant ramasse le portefeuille et fait un acte complètement imprévisible, l'homme tombe à genoux et pleure comme un enfant. Augustin, un millionnaire connu dans la ville pour sa fortune et son cœur généreux, conduisait tranquillement sa voiture de luxe dans les rues animées. Le feu de circulation devant lui est devenu rouge et il s'est arrêté. Une seconde plus tard, il a entendu des coups rapides sur la vitre côté conducteur. Surpris, il a tourné son visage et a vu un homme sans abri devant lui. Le gars semblait être l'incarnation de la pauvreté. Ses vêtements étaient déchirés et sales, et sa main levée était mince comme une branche sèche. L'homme a tendu la main dans un geste clair et silencieux, demandant l'aumône. Augustin n'a pas hésité une seconde. D'une simple pression sur un bouton du tableau de bord, la fenêtre s'est doucement abaissée. Il a sorti un billet de son portefeuille et, sans réfléchir, l'a donné au mendiant. Le jeune homme a accepté l'argent avec un sourire qui semblait illuminer son visage déformé par le temps et la pauvreté. Ses yeux ont brillé, et avec une voix tremblante, il s'est exclamé « Merci beaucoup, Seigneur, vous avez vraiment sauvé ma journée. Maintenant, je vais pouvoir acheter du lait pour mon fils. » Le millionnaire a répondu avec un gentil sourire, a hoché la tête légèrement et, remarquant que le feu était déjà passé au vert, a calmement appuyé sur l'accélérateur, se mêlant à nouveau au rythme de la ville. Mais sur le siège à côté de lui, sa femme Pamela affichait une expression de pur dégoût. « Qu'est-ce qui se passe, Pamela ?» a-t-il demandé, jetant un coup d'œil rapide à sa femme avant de se reconcentrer sur la route. Elle n'a pas caché son mécontentement en répondant « Tu me demandes encore ? C'est ta manie d'aider tout le monde, de donner de l'argent à ces gens. Quand vas-tu enfin comprendre que celui qui vit dans la rue a fait ce choix lui-même ?» Augustin a pris une grande inspiration et a répondu fermement « Chérie, je ne crois pas que quelqu'un choisisse de vivre dans la rue. » Mais Pamela ne comptait pas céder. « Tu comprends de quoi je parle, Augustin ? Ces gens sont dans la rue parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions. C'est la conséquence de leurs propres actions. Tu dois arrêter cette manie de donner de l'argent à tous ceux que tu croises. Tu crois vraiment que ce clochard va acheter du lait ? Oh, bien sûr, il va tout de suite aller acheter de l'alcool. » Elle a fait une pause, a pris une grande inspiration et a continué sur le même ton sévère. « Et encore une chose, tu sais comment est la criminalité en ce moment. À quoi bon une voiture blindée si tu baisses la vitre devant le premier mendiant que tu vois ? Je me soucie de notre sécurité. Je vois déjà le jour où quelqu'un sortira une arme et la mettra ici. Et qu'est-ce que tu feras alors ? » Augustin a gardé un ton calme mais ferme. « Je ne suis pas d'accord avec toi. Les criminels sont partout, même en costume et cravate. Ce n'est pas parce que quelqu'un vit dans la rue qu'il est un criminel. L'honnêteté n'a pas de classe sociale. Honnêtement, je pense qu'il y a plus de gens honnêtes en bas qu'au sommet. » La voiture a continué à avancer pendant qu'ils se disputèrent et s'est finalement garée devant un magasin de sacs coûteux. Pamela avait commandé un nouvel article pour sa collection, et il était temps de le récupérer. Alors qu'elle sortait de la voiture, ses yeux ont balayé le trottoir et elle a vu quelque chose de curieux. Un garçon des rues était assis sur un morceau de carton. Il n'avait pas plus de 10 ans. Il portait des vêtements simples et sales et une paire de lunettes de soleil trop grandes. Mais ce qui a le plus attiré l'attention, c'est le moment où il s'est habilement penché pour ramasser une pièce tombée parmi les piédons pressés des passants. Il l'a mise dans sa poche comme s'il avait trouvé un trésor. Pamela a tout observé attentivement. Quelque chose s'est allumé en elle. Quelques minutes plus tard, elle est sortie du magasin avec un nouveau sac à la main et est retournée à la voiture, s'asseyant à côté de son mari. Elle ne l'a pas laissé démarrer le moteur. « Attends, je veux faire quelque chose. » Augustin a levé les sourcils de surprise. « Tu veux acheter autre chose ?» Elle a légèrement secoué la tête. « Non, je n'aime que ce magasin. Mais ce n'est pas ça. Je veux te proposer un pari. » Il a froncé les sourcils, manifestement intrigué. « Quel genre de pari, Pamela ?» Elle a croisé les bras et a répondu avec un regard calculateur. « Cette habitude que tu as d'aider tout le monde, surtout des gens que tu ne connais même pas, m'énerve. Ce n'est pas que c'est mal d'aider, mon amour, mais c'est dangereux. Puisque tu es si sûr que tous ces clochards sont honnêtes, je veux te proposer une épreuve. » Pamela a tendu son doigt et a pointé discrètement vers le bout de la rue. « Tu vois ce petit garçon au coin ?» Augustin a suivi son regard et a hoché la tête. « Oui, je le vois. » Puis elle a expliqué son plan avec le ton de quelqu'un qui est déjà sûr du résultat. « Prends ton portefeuille, sors tes documents, bien sûr, mais mets-y un peu d'argent. Ensuite, marche rapidement et laisse-le tomber près du garçon, juste pour voir ce qu'il va faire. » Augustin a souri du coin des lèvres, commençant à comprendre où elle voulait en venir. « Tu veux tester l'honnêteté de l'enfant ?
Exactement, a-t-elle dit avec assurance. Ça pourrait être un autre clochard si tu veux. S'il rend le portefeuille, je lui donnerai personnellement une bonne somme et je ne te le reprocherai plus jamais. Mais s'il disparaît avec le portefeuille, alors tu arrêtes cette histoire de donner de l'argent aux inconnus. Tu peux continuer à aider les organisations, mais baisser la vitre de la voiture pour distribuer de l'argent dans la rue, c'est fini. Tu verras qu'il n'y a pas de clochards honnêtes. À l'intérieur de la voiture de luxe, un silence a plané pendant un instant, jusqu'à ce qu'Augustin tende doucement la main vers sa femme et dise fermement « Marché conclu ? Mais tu verras, Pamela, que l'honnêteté se trouve là où on l'attend le moins. Tu seras surprise. » Elle a haussé un sourcil ironiquement et a répondu sans hésitation « J'en doute fort. » Sans dire un mot de plus, le millionnaire a tourné son regard vers la silhouette du garçon, assis au coin du trottoir à quelques mètres de là. Il a sorti son portefeuille en cuir, l'a ouvert soigneusement et a retiré tous ses documents personnels et cartes de crédit. À l'intérieur, il n'a laissé qu'environ 5000 pesos en billets pliés, a fermé le portefeuille et s'est préparé à sortir. Pamela, les bras croisés, a commenté avec sarcasme. « Ce morveux va aussi être chanceux, il va te voler tout l'argent, mais au moins comme ça, tu comprendras que ces gens sont des escrocs. Ils sont dans la rue parce qu'ils l'ont mérité. » Le millionnaire n'a pas répondu. Il est juste sorti de la voiture d'un pas assuré, tenant le portefeuille discrètement dans sa main. Il s'est approché du garçon qui était assis la tête baissée et la main tendue. Sans s'arrêter, sans même le regarder, l'homme d'affaires s'est approché et au moment même où il passait, il a délibérément laissé tomber le portefeuille, comme par accident. Depuis le siège passager, Pamela a tout observé avec une attention extrême. Avec son téléphone à la main, elle a commencé à filmer. La vidéo montrait clairement le garçon assis avec des lunettes de soleil et les jambes croisées sur un morceau de carton. Elle a filmé le moment où l'enfant a remarqué l'objet par terre, a tendu la main et a ramassé le portefeuille avec une agilité surprenante. Le garçon a secoué la tête nerveusement, comme s'il était confus, et a mis sa main dans le portefeuille. Sentant l'épaisseur des billets, il les a mis discrètement dans la poche de son short usé, sans attirer l'attention. Pendant ce temps, Augustin marchait lentement. À chaque pas, l'espoir le submergeait. Il croyait. Il a tourné légèrement la tête, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Mais le garçon était toujours assis, immobile, restant au même endroit, la main tendue vers les passants comme si de rien n'était. L'homme d'affaires a soupiré profondément, sentant un étrange poids dans sa poitrine. Il a fait demi-tour et est retourné à la voiture en silence. Dès qu'il s'est assis, Pamela a commencé avec un sourire suffisant. « Je te l'avais dit, chérie. Il n'y a pas d'honnêteté chez ces gens. Regarde. » Elle a tourné l'écran de son téléphone vers lui et a appuyé sur Play. La vidéo montrait clairement le portefeuille tombé. Le garçon le ramassait, regardait à l'intérieur, remarquait l'argent et le cachait dans sa poche. Il t'a volé. Il a vu les beaux billets et a caché le portefeuille pour que personne ne commence à le chercher. Ces clochards ne valent rien, c'est pour ça qu'ils vivent dans cette vie. On ne peut même pas faire confiance à un enfant. « Chérie, je t'avais prévenu », a-t-elle dit avec un ton plein de supériorité. Augustin a regardé l'écran pendant quelques secondes, puis a mis le téléphone de côté et a soupiré profondément, manifestement déçu. « Oui, peut-être que tu as raison, mon amour. Peut-être que je ne devrais vraiment pas faire autant confiance aux gens. » Pamela lui a pris la main et a dit doucement « Tu peux me faire confiance. Je ne veux que le meilleur pour toi, mon amour. » Peu de temps après, elle a tendu la main vers la poignée de porte, sur le point de sortir. Augustin a remarqué ce mouvement et a demandé « Où vas-tu » Elle a répondu sans détour « Je vais récupérer ton portefeuille. Il y a 5000 pesos là-dedans. Ce morveux ne mérite même pas 10 centavos. Je vais le récupérer tout de suite. » Mais le millionnaire a fermement tenu sa main, ne la laissant pas sortir. « Non, laisse-le lui. Nous n'allons pas faire de scandale pour cet argent. De plus, j'ai sorti les documents et les cartes. Il n'y a rien d'important. Laisse-le à l'enfant. Allons-y. » Pamela a froncé les sourcils, manifestement mécontente, mais n'a pas insisté, elle s'est appuyée contre le siège et en silence le couple est retourné au manoir où ils vivaient. Tous deux ne se doutaient même pas que cette simple expérience changerait leur vie pour toujours, mais il fallait revenir un peu en arrière. Quelques heures avant ce test, alors que le soleil commençait à peine à se lever et que la ville se réveillait, Pedro, le petit garçon des rues, était allongé sur un morceau de carton froid sur un trottoir en béton. Encore à moitié endormi, il a soudainement senti un jet d'eau glacée frapper son visage. Il a toussé, a sursauté et s'est levé, effrayé. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé le garçon, essayant toujours de comprendre ce qui l'avait réveillé. Un homme au visage sévère, le propriétaire du magasin voisin, a répondu brutalement « Qu'est-ce qui se passe, misérable ?
Ce qui se passe, c'est que si je te revois dormir devant la porte de mon magasin, je te jetterai dans le camion poubelle. Allez, sors d'ici, morveux puant. Pedro a commencé à tâtonner le sol avec ses mains, cherchant désespérément ses quelques affaires. Il a trouvé son sac à dos usé, ses lunettes de soleil sombres et un vieux balai qu'il utilisait comme canne. Pendant qu'il ramassait tout cela, il a dit d'une voix tremblante. « Pardon, Seigneur, c'est que je vois mal. Je n'ai pas remarqué que j'étais devant le magasin. » L'homme s'est approché encore plus et a crié « Arrête les excuses, petit, disparais et ne reviens plus jamais ici. » Le garçon, les mains tremblantes, a mis ses lunettes, a serré fort le balai et a commencé à marcher rapidement, s'orientant par les sons, les pas et la mémoire du trottoir. En chemin, il a heurté une femme bien habillée qui a reculé avec dégoût. « Regarde où tu vas, morveux sale. » Pedro a répondu doucement « Pardon, je vois mal. » Mais la femme n'a montré aucune compassion. « Arrête de dire des bêtises, petit menteur, » a-t-elle répondu, s'éloignant avec une expression de dégoût. Pedro a continué à marcher le long du trottoir, touchant les murs des magasins et des maisons avec ses doigts, comme s'il cherchait un refuge au milieu du béton froid de la ville. Il se déplaçait lentement et prudemment, tenant le balai devant lui comme un guide et un bouclier. Ses pieds lui faisaient pas mal, et son ventre gargouillait de protestations constantes. Le garçon n'avait presque rien mangé la veille et, probablement, ne mangerait pas non plus aujourd'hui. « J'espère que j'aurai un peu plus de chance aujourd'hui, » a-t-il murmuré à lui-même, essayant de ne pas perdre espoir. Après une longue marche, il a trouvé un coin tranquille dans la rue, loin des entrées des magasins et des magasins, mais près du flux de passants. Ici, personne ne le chassera. Il a posé le carton qu'il portait toujours sur le sol et s'est assis. Le béton était chaud à cause du soleil, et c'était mieux que d'être à nouveau chassé d'un coup de pied. Les premiers passants ont commencé à se précipiter, ne remarquant rien autour. Pedro a tendu la main et a dit presque en chuchotant au milieu du bruit de la ville « S'il vous plaît, juste une petite pièce, s'il vous plaît ». Pour beaucoup, il était invisible, mais Pedro y était déjà habitué. Il n'avait jamais connu de maison. Il n'avait jamais eu de nom de famille. La rue avait toujours été sa seule adresse. Son premier souffle a été fait pratiquement dans une poubelle, où il avait été abandonné bébé. Une femme sans abri l'a trouvé ce matin froid et a été choquée. « Mon Dieu, qui abandonne un bébé comme ça ?» a-t-elle dit à l'époque, prenant le nouveau-né dans ses bras. La femme a rapidement compris pourquoi l'enfant avait été abandonné. Le bébé avait un film blanc laiteux sur les yeux, une masse trouble qui recouvrait complètement ses iris. Il n'y avait aucun doute, Pedro était aveugle. Malgré cela, elle l'a élevé avec le peu qu'elle avait. Elle a fait l'impossible pour le nourrir, le protéger, l'envelopper lors des aubes les plus froides. Mais la vie dans la rue a ses conséquences, et la femme est partie trop tôt. Pedro est resté seul. D'autres sans-abri ont essayé de l'héberger temporairement, mais l'un après l'autre, ils disparaissaient en faim, maladie, froid. La rue ne pardonne pas, mais Pedro a survécu, peut-être grâce à sa force, ou peut-être par miracle. À 10 ans, il était devenu un véritable survivant, un enfant qui ne voyait le monde que par des ombres, mais ressentait chaque rejet avec une clarté effrayante. Ce jour-là, assis sur le carton, il n'avait pu collecter que 3 pièces de 10 de 10 centavos. Il savait que ce ne serait même pas suffisant pour la moitié d'un pain rassis et sec. Pourtant, il continuait à tendre la main, ne voyant que des ombres qui passaient devant lui. « S'il vous plaît, une petite pièce, j'ai très faim », a-t-il murmuré à nouveau d'une voix qui s'étranglait. Personne ne s'est arrêté, personne ne l'a regardé. Le soleil était déjà haut et le trottoir brûlait. Pedro se sentait épuisé. Les gens continuaient à vivre leur vie, trop occupés pour remarquer ce garçon invisible. Les yeux cachés derrière de vieilles lunettes de soleil, il a commencé à se parler doucement, à voix haute. « Jusqu'à quand est-ce que ce sera comme ça ? Est-ce que je vais mourir de faim comme mes amis ? Mon Dieu, pourquoi je ne peux pas voir ? Si je pouvais voir un tout petit peu, je pourrais travailler, faire quelque chose. Peut-être que je devrais juste abandonner ?» Une larme chaude a coulé sur son visage. Pedro a enlevé ses lunettes pour essayer de l'essuyer, mais c'était inutile. D'autres sont venus, mouillant ses joues. Les mots sortaient avec douleur, étouffés par des sanglots. « Pourquoi, mon Dieu ? Pourquoi tout doit être comme ça ? Je voulais tellement, tellement voir, avoir une maison, une famille, quelque chose à manger. » Il a pleuré en silence. La ville a continué à ignorer sa souffrance. Il ne pleurait pas seulement de faim, mais de tout. Pour tous ceux qui étaient les partis, pour tous ceux qui l'avaient traité comme des ordures, pour toutes les nuits où le froid était plus fort que l'espoir. Mais alors, il a pris une grande inspiration, a remis ses lunettes et a murmuré avec conviction « Je dois tenir bon. Un jour, je m'en sortirai. » C'est à ce moment précis qu'un bruit inhabituel s'est fait entendre. Ce n'était pas des pas pressés, pas de klaxons, pas de voix lointaines.
C'était le bruit de quelque chose de lourd qui était tombé par terre à côté de lui, un bruit sourd contre le ciment. Pedro a tourné légèrement la tête vers le bruit. « Qu'est-ce que c'était » a-t-il dit doucement, tâtonnant le sol avec ses mains. Ses doigts ont touché un objet rectangulaire en cuir. Il l'a pris avec précaution, essayant de déterminer ce que c'était. « C'est un portefeuille » a-t-il murmuré avec surprise. Il a prudemment ouvert la fermeture éclair et a commencé à explorer le contenu du bout des doigts. C'était vraiment des papiers pliés ? Non, ce n'était pas seulement des papiers, c'était de l'argent. Beaucoup d'argent. Et il était plein d'argent. Pendant un instant, son esprit a été rempli d'images. Une assiette de riz chaud avec des haricots, une nouvelle couverture, une paire de chaussures, un plaid pour le froid de la nuit, de nouvelles lunettes pour soulager la brûlure de ses yeux sensibles. C'était peut-être sa chance de bien vivre pendant quelques semaines, de vraiment manger, de dormir sans trembler de froid, même d'acheter quelque chose de mieux pour marcher. Mais cette pensée n'a duré que quelques secondes. Pedro a fermé le portefeuille et, sans hésiter, l'a mis dans sa poche, mais pas pour le voler. « Cet argent n'est pas le mien. Je dois trouver le propriétaire. Peut-être qu'il y a une carte, un document ou un numéro de téléphone dans le portefeuille. Je trouverai le propriétaire. Je ne peux pas dépenser ce qui ne m'appartient pas. » Pedro est resté assis dans le même coin du trottoir avec le portefeuille, soigneusement caché dans la poche de son short usé. Il a réfléchi attentivement à chaque pas qu'il devait faire. Il savait par expérience qu'il ne pouvait pas simplement se lever et aller demander à qui appartenait cet objet. Il avait déjà été trompé auparavant. Il se souvenait bien des dernières fois. Un homme avait dit que le portefeuille que Pedro avait trouvé lui appartenait, puis l'avait simplement arraché brutalement de ses mains et avait disparu dans la foule. « Non, je ne ferai pas cette erreur à nouveau. Je ferai mieux de rester ici, » a-t-il murmuré doucement pour lui-même, continuant à tendre la main comme si de rien n'était. Il a continué à mendier, espérant que le vrai propriétaire apparaîtrait et chercherait le portefeuille perdu. Si personne ne venait, peut-être qu'un document à l'intérieur lui dirait quoi faire. Les heures ont traîné lentement. Le garçon écoutait tout très attentivement, essayant de capter tout bruit inhabituel, toute voix qui cherchait la perte, un mot clé, mais rien. Personne ne s'est approché, personne n'a mentionné le portefeuille. Le temps s'est écoulé comme du sable entre les doigts et le soleil a progressivement disparu du ciel. Il était déjà tard lorsque Pedro a décidé de se lever. Il a ramassé ses quelques affaires, le sac à dos léger comme le vent, le balai qui l'aidait à marcher, et ses pensées. Il marchait lentement, sentant dans l'air le délicieux parfum de la nourriture provenant des restaurants voisins. Son estomac a immédiatement réagi, grognant bruyamment. Il s'est arrêté un instant, a mis sa main dans sa poche et a sorti les pièces qu'il avait reçues pendant la journée. Il les a comptées une par une, 30, 50, 80. Cela n'atteignait même pas un peso. Puis sa main a cherché l'autre poche. Le portefeuille était toujours là, lourd, avec de vrais billets à l'intérieur. Il aurait suffi de ne sortir qu'un seul billet, juste un, et il aurait eu une assiette de nourriture chaude, du riz, des haricots, un morceau de viande, un dîner décent. Mais cette pensée a disparu presque instantanément. Non, celui qui a perdu ce portefeuille doit en avoir vraiment besoin. Et je ne suis pas un voleur, a-t-il dit fermement à voix basse. Sans réfléchir 2 fois, il s'est approché d'un simple étal de rue. Un vieil homme vendait des fruits déjà un peu abîmés, des bananes tachées, des pommes bosselées, mais qui avaient encore une certaine valeur. Pedro s'est approché avec précaution et a tendu la main avec les pièces, sans lever la tête. « Est-ce que ça suffit pour acheter une banane et une pomme, Seigneur ?» Le vendeur l'a regardé de la tête aux pieds, sans montrer la moindre sympathie. Il a pris une banane noire et une pomme molle et les a jetées au garçon sans cacher son mépris. « Tiens, et maintenant, sors d'ici ou tu vas faire fuir les autres clients. Allez !» Pedro a pris les fruits avec soin et a répondu doucement. « D'accord, je m'en vais. » Néanmoins, il a souri. Un sourire simple, presque imperceptible, mais sincère. « Eh bien, au moins, je ne m'endormirai pas le ventre vide. Qui sait ? Peut-être que j'aurai plus de chance demain. » a-t-il murmuré en s'éloignant de l'étal. Il a marché quelques mètres jusqu'à ce qu'il trouve un coin isolé entre 2 murs. Là, seul, il s'est assis et a mangé ses fruits. C'était suffisant pour tromper la faim, même s'il n'était pas vraiment rassasié. Puis, un peu plus calme, il a de nouveau sorti le portefeuille. Il n'y avait rien de suspect autour, pas de pas rapide, pas de silhouette pressée, juste le silence interrompu par des klaxons lointains et des voix. « Il doit y avoir un document ici. Quelque chose qui m'aidera à trouver le propriétaire de ce portefeuille, » a-t-il dit, l'ouvrant de ses petites mains calleuses. Mais plus il cherchait, plus il trouvait. Seulement de l'argent, des billets et encore des billets, soigneusement pliés. Pas de carte d'identité, pas de document, pas d'identification. Et qui se promène sans document ?
s'est-il demandé en fronçant les sourcils. Et là, ses doigts ont touché quelque chose d'autre, un papier plus épais, rectangulaire, avec des bords lisses, une carte. Pedro a passé ses doigts dessus avec précaution, essayant de comprendre ce que c'était. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce morceau de papier pourrait être sa seule piste. Il savait qu'il ne pourrait pas lire ce qui était écrit dessus. Il a réfléchi et a pris une décision. Il est retourné à l'étal de fruits. Il est resté un peu, écoutant les sons des voix et des pas. Quand il a senti que le mouvement s'était calmé, il s'est approché prudemment. L'homme a levé la tête et a grommelé. « Encore toi, morveux !» Pedro, le cœur battant, a expliqué sincèrement. « Pardonnez-moi. Je sais que vous m'avez demandé de partir, mais j'ai vraiment besoin d'aide et vous êtes le seul que je connaisse ici. » Il a tendu la main, serrant la carte entre ses doigts. « Pouvez-vous regarder s'il y a quelque chose d'écrit dessus ? Une adresse, un nom, un numéro de téléphone ?» L'homme a pris la carte sans grande patience et, en fronçant les sourcils, a lu. Eh bien, c'est la carte de visite d'une entreprise respectée, un cabinet d'avocats, Augustin Machado. Il y a une adresse ici, rue de las Flores, 72, centre. Il a fait une pause et a regardé le garçon avec curiosité. J'ai entendu parler de ce cabinet. C'est l'un des plus connus du pays. Où as-tu trouvé cette carte ? Pedro n'a pas voulu compliquer la situation, a juste secoué la tête et a dit « C'était par terre ». « Merci beaucoup, Seigneur. » Il l'a remercié d'un léger hochement de tête et est parti cette fois plus vite. Pendant qu'il marchait, les mots de l'homme résonnèrent dans sa tête comme un rappel qu'il devait mémoriser. Cabinet d'avocat Augustin Machado, rue de las Flores, 72. Et si je vais à cette adresse, je trouverai le propriétaire du portefeuille ? S'est demandé Pedro et a pris une décision. Il est serré le lendemain. Après tout, ce n'était pas loin du centre. Ce sera comme une mission, et il n'a pas beaucoup de missions dans la vie, à part survivre. Ce sera difficile, mais je peux le faire. Peut-être que quand je le rendrai, le propriétaire me donnera une assiette de nourriture. Ça en vaut déjà la peine. Cette nuit froide, Pedro s'est de nouveau allongé sur le mince carton qu'il utilisait comme lit, dans le même coin de rue tranquille. Il s'est recroquevillé sur lui-même, s'enlaçant, alors que le vent lui coupait la peau et que l'obscurité était sa seule compagnie. Il serrait le portefeuille, comme si c'était un trésor, non pas pour sa valeur, mais pour le sentiment de responsabilité qu'il représentait. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, dans un manoir luxueux, le dîner était servi avec des couverts en argent et sur des assiettes en porcelaine. Dans la salle à manger spacieuse, éclairée par un lustre brillant, Augustin était assis, la tête baissée. Doña Marta, la mère de Pamela, a immédiatement remarqué l'atmosphère et a demandé avec inquiétude « Qu'est-ce qui se passe, Augustin ? Tu as l'air abattu aujourd'hui. Quelque chose s'est passé à l'entreprise. » Mais avant que le millionnaire ne puisse répondre, Pamela l'a interrompu avec mépris. « Non, maman, ce n'est pas l'entreprise. C'est juste qu'Augustin et moi avons fait un pari et il a perdu. » Doña Marta a levé les sourcils avec curiosité. « Un pari ? Quel genre de pari ?» Pamela a alors raconté toute l'histoire, décrivant en détail le plan et comment le garçon des rues n'avait pas rendu le portefeuille. À la fin de l'histoire, la femme, qui avait de profonds préjugés, a commenté avec assurance « Ah, donc c'est pour ça que tu es si contrarié, Augustin. Il était grand temps de comprendre que ces mendiants et ces pauvres ne valent rien. » Augustin a secoué la tête, comme si cela lui faisait mal d'entendre cela. « Je pense toujours que c'était un cas isolé. Et puis, qui sait ce que ce garçon a traversé pour ne pas rendre le portefeuille ? On ne sait jamais. » Mais Pamela a immédiatement coupé court au doute, sans même penser à reculer. « Chérie, je t'ai montré qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens. » Il a juste soupiré et a recommencé à manger en silence. Après le dîner, il est allé dans la chambre, plongé dans ses pensées. Avant de le suivre, Pamela est restée seule avec sa mère qui a confirmé son point de vue. « Tu as absolument raison, ma fille. Comme tu as changé, tu n'es plus naïve. Ton mari aussi doit changer. Maintenant, nous faisons partie de l'élite et nous ne pouvons pas traîner avec n'importe qui. » Peu après, Pamela est entrée dans la pièce. Augustin l'a regardée et a hésité quelques secondes, mais a ensuite parlé d'une voix ferme et directe. « Quand es-tu devenue si froide, Pamela ?» Elle a croisé les bras et a répondu avec arrogance « Je ne suis pas froide, je suis juste pragmatique et je fais ce qui est juste. Je ne suis plus gentille avec tout le monde et je ne vais pas aider ceux qui ne le mériteront pas. Et maintenant, arrêtons de parler de ça. »« D'accord, » a répondu Augustin sèchement. Ils se sont tous les deux couchés. Pamela s'est endormie presque immédiatement. Augustin est resté les yeux ouverts, regardant le plafond. L'image du garçon ne lui sortait pas de la tête. Il y avait quelque chose chez cet enfant qui l'avait profondément touché, et il ne comprenait toujours pas pourquoi. Les heures ont passé.
Alors que les gens dans le manoir continuaient à dormir dans le confort et la richesse dans un autre quartier de la ville, Pedro se réveillait au premier bruit du matin. Klaxon, moteur, bus, pas pressé. Il s'est étiré avec difficulté à ramasser ses maigres affaires et s'est levé, s'appuyant sur son vieux manche à balai. « Eh bien, aujourd'hui, je vais au centre. Je vais voir si je peux trouver le propriétaire de ce portefeuille. Il y a tellement d'argent dedans. Cet homme doit en avoir vraiment besoin », s'est-il dit avec détermination. Il marchait lentement, s'arrêtant pour demander le chemin à des inconnus. La plupart du temps, on l'ignorait, mais parfois quelqu'un indiquait rapidement et brutalement la direction. « Va par là, morveux », disait l'un certain. Néanmoins, il a continué avec assurance. Après un long chemin, avec des pas lents, évitant les obstacles, s'orientant uniquement par les ombres et les sons, il a finalement atteint le centre-ville. Là, il a demandé la rue de las Flores, 72. Il a insisté, à marcher un peu plus, à trébucher sur les trottoirs inégaux, à glisser sur le bord de la chaussée, mais après de longues minutes d'effort, quelqu'un a pointé du doigt un grand bâtiment avec une façade en verre et une grande pancarte à l'entrée. « C'est ça, je suppose que le propriétaire du portefeuille travaille ici », a murmuré Pedro, essoufflé. Il a pris une grande inspiration et a fait un pas audacieux à l'intérieur du bâtiment. À peine a-t-il franchi le seuil que ses piétos sales ont foulé le sol poli, et ses haillons contrastaient fortement avec le décor élégant. Le gardien a remarqué sa présence et a écarquillé les yeux de stupéfaction. « Qu'est-ce que ce clochard puant fait ici, à l'intérieur ? Il va faire fuir tous les clients », a rugi le gardien s'approchant déjà. Pedro a eu à peine le temps de réagir. Il a senti des mains fortes le saisir brutalement. « Sors d'ici immédiatement !» a crié le gardien. « Attendez, je suis juste venu rendre quelque chose !» a essayé d'expliquer le garçon effrayé. L'homme a reniflé avec mépris. « Qu'est-ce qu'un misérable mendiant comme toi pourrait rendre ? Sors d'ici, ou je devrais utiliser la force !» Pedro a essayé de résister, d'expliquer, mais le gardien a commencé à le traîner dehors. Au milieu de la lutte, ses lunettes ont glissé et sont tombées par terre. « Attendez, mes lunettes. J'ai besoin de mes lunettes. » Le gardien a regardé l'objet par terre et, sans hésiter, a marché dessus de toutes ses forces, écrasant les verres en morceaux. C'est à ce moment précis qu'Augustin et Pamela sont entrés dans le hall du bâtiment. Voyant ce qui se passait, Pamela, irritée par le bruit, s'est avancée. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le gardien, essayant de garder son calme, a répondu. Ce garçon des rues voulait entrer dans le bureau, sûrement pour voler quelque chose, mais je suis en train de le mettre dehors, seigneura Pamela. Pamela n'a pas hésité une seconde. « Et qu'est-ce que tu attends ? Mets ce clochard dehors immédiatement. » Mais avant que le gardien ne puisse agir à nouveau, Pedro, les yeux pleins de larmes, a crié de désespoir. « Non, attendez, je ne voulais rien voler. Je suis juste venu rendre ce que j'ai trouvé. J'ai besoin de mes lunettes. Je ne peux pas partir sans elles. » La voix de Pedro a résonné dans le majestueux hall du bâtiment. C'était un cri qui a brisé le silence gênant de l'espace élégant. Augustin, jusqu'alors immobile et observant la scène en silence, a réagi comme s'il avait reçu un choc électrique. « Laissez l'enfant », a-t-il commandé fermement. Sa voix basse a retenti dans la pièce. Pamela a essayé d'intervenir, surprise par le ton de son mari. « Mais mon chéri », il s'est tourné vers elle avec un regard sérieux et a répondu, ne laissant aucune place à la discussion. « Il n'y a pas de « mais », Pamela. Pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'un enfant comme ça peut faire à quelqu'un ? Nous sommes dans un cabinet d'avocats, l'un des plus respectés du pays. Nous devrions savoir qu'on ne peut pas traiter une personne comme ça, peu importe qui elle est. Allez, gardien, laissez le garçon. » Le gardien a hésité une seconde, mais a finalement relâché Pedro à contre-cœur. Le garçon, toujours effrayé, s'est agenouillé et a commencé à tâtonner frénétiquement le sol poli à la recherche de quelque chose. Ses doigts ont bientôt trouvé les morceaux de verre de ses lunettes. Il tenait les morceaux dans ses mains tremblantes. Ses yeux étaient pleins de larmes, et la douleur n'était pas seulement due à l'humiliation ou à la peur, mais à la perte d'un objet essentiel à sa survie. « Mes lunettes sont complètement cassées. Que vais-je faire maintenant ?» a-t-il murmuré entre ses sanglots, serrant les débris dans ses mains comme s'il espérait les recoller avec ses doigts. Le gardien, les bras croisés, a détourné le regard et a grommelé d'une voix froide. « Personne ne t'a forcé à les faire tomber, ce n'est pas ma faute. » Augustin ne pouvait pas supporter ça. Il s'est agenouillé à côté du garçon et a dit avec une sincère compassion « Je t'achèterai de nouvelles lunettes. » Mais avant que Pedro ne puisse réagir, Pamela l'a interrompu. « Augustin, de quoi est-ce que nous avions convenu ?» Il n'a pas hésité une seconde. « Peu importe ce dont nous avons convenu. Ces lunettes ont été cassées dans notre entreprise, et nous sommes obligés d'en prendre la responsabilité. »
À ce moment-là, Pedro a levé son visage pour la première fois, se tournant vers la voix d'Augustin. Le millionnaire, le voyant de près, s'est figé. Un frisson a parcouru son corps, il a reconnu le garçon. Maintenant, face à face, il pouvait le voir clairement. Ses yeux étaient d'eau blanchâtre, ternes, recouverts d'un film opaque, un signe de cécité. Pamela aussi l'a reconnu. Son expression est passée de la stupéfaction à l'incrédulité. « Non, ce n'est pas possible », a-t-elle murmuré presque sans voix. Et là, Pedro a mis la main dans sa poche et a sorti le portefeuille. Il l'a tendu à Augustin avec humilité et une voix tremblante d'émotion. « Je ne voulais rien voler, je le jure, ce seigneur. Je voulais juste rendre ce portefeuille. Quelqu'un l'a laissé tomber à côté de moi hier, mais je ne vois presque rien, seulement des ombres. Je n'ai pas vu qui c'était. Je l'ai gardé en espérant que quelqu'un viendrait le chercher. Mais personne n'est venu, alors j'ai essayé de trouver un document. J'ai trouvé une carte avec le nom et l'adresse de cette entreprise. J'ai demandé à un seigneur de la lire pour moi et je suis venu ici pour la rendre. Ce portefeuille s'appartient à quelqu'un d'ici et il y a beaucoup d'argent dedans. J'ai pensé que peut-être la personne qui l'a perdu en avait besoin. Je le jure, je ne suis pas un voleur. Je ne voulais créer aucun problème. Je voulais juste le rendre, honnêtement. » Augustin est resté immobile pendant quelques secondes, regardant le portefeuille comme si c'était quelque chose de sacré. Il l'a pris de ses mains tremblantes, l'a ouvert et a vu que tout l'argent était là. Chaque billet était plié exactement comme il l'avait laissé. Pamela s'est approchée et a regardé à l'intérieur. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. « Ce n'est pas possible, je n'y crois pas », a-t-elle murmuré. Augustin a regardé Pedro dans les yeux et d'une voix coupée par l'émotion a dit « Ce portefeuille est le mien. Merci beaucoup de l'avoir trouvé et gardé pour moi. » Puis il a sorti tous les billets du portefeuille et les a tendus au garçon avec un sourire reconnaissant. « C'est en récompense de ton honnêteté. » Mais Pedro a reculé et a secoué la tête. « Non, vraiment, je voulais juste une assiette de nourriture, si vous pouviez. Et j'aimerais beaucoup que mes lunettes soient quoi réparées, des lunettes bon marché, pour que le soleil ne me frappe pas directement les yeux. Si vous pouviez m'aider avec ça, je serais infiniment reconnaissant. » Pendant un instant, le silence a régné dans la pièce et soudain, de manière inattendue, Pamela s'est avancée. Son expression, auparavant sévère, s'est maintenant adoucie. Elle a regardé le garçon d'une manière nouvelle, peut-être pour la première fois, le voyant vraiment. « Laisse-moi faire, mon chéri. Je lui achèterai de bonnes lunettes et quelque chose à manger moi-même. » Augustin a regardé sa femme avec surprise, mais au lieu de parler, il a juste souri. Pas le sourire d'un vainqueur, mais le sourire d'un homme qui a été témoin de quelque chose de plus grand. Le cœur de sa femme commençait à changer. Pamela a soupiré et s'est adressée à Pedro. « Mais d'abord, avant d'acheter quoi que ce soit ou d'aller manger, tu as besoin d'une douche, mon garçon. » Puis elle s'est tournée vers le gardien, qui se tenait toujours à la porte, et a ordonné d'un ton ferme « Va acheter des vêtements pour le garçon, le magasin était juste à côté. »« Oui, señora » a répondu l'homme, et est sorti précipitamment. Peu de temps après, Pedro était complètement transformé. Il s'était baigné avec l'aide de Pamela et enfilait maintenant de nouveaux vêtements propres. Ses cheveux étaient peignés, son visage était propre. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait comme une personne différente. Non pas parce qu'il pouvait voir, mais à cause d'un sentiment de dignité. « C'est bien mieux comme ça », a dit Pamela en ajustant le col de la chemise du garçon. Pedro a souri. « Je ne sais même pas comment vous remercier. » Augustin, debout à côté, a répondu calmement « Tu n'as pas besoin de nous remercier. » La courte conversation a été interrompue par un son fort et inattendu, le gargouillement du ventre de Pedro. Il a posé ses mains sur son estomac et a dit, embarrassé, « Je suis désolé, c'est juste que je n'ai pas mangé de vraie nourriture depuis longtemps. » Augustin s'est approché et a posé doucement sa main sur son épaule. « Eh bien, aujourd'hui tu peux manger tout ce que tu veux. »« Vraiment ?» a demandé Pedro avec un sourire si sincère qu'il s'est lui-même surpris. C'était un sourire simple, plein d'espoir, et il ne se souvenait même pas de la dernière fois qu'une telle expression était apparue sur son visage. Pamela, touchant doucement son épaule, a confirmé d'un geste doux, presque maternel « Oui, c'est vrai, tu peux manger tout ce que tu veux. » À ce moment-là, Augustin regardait sa femme avec un mélange de surprise et de tendresse. Ce comportement, si loin de la froideur qu'elle avait montrée ces dernières années, l'a profondément touché. Il s'est approché d'elle et, d'un léger geste, a demandé à Pedro d'attendre un moment et l'a emmené dans un coin discret du bureau. « C'est si bon de te voir si affectueuse, si généreuse envers les autres. »« Je n'avais pas vu cette Pamela depuis longtemps, » a-t-il dit, les yeux humides. Pamela a pris une profonde inspiration, visiblement émue. « Oui, j'étais très dur et je me suis trompée. Tu avais raison, il y a de bonnes personnes partout, mon chéri. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si ce garçon avait réveillé quelque chose en moi.
Quand j'ai regardé dans ses yeux, quand j'ai vu son honnêteté, elle s'est étouffée avec ces mots, et Augustin a doucement terminé sa phrase. Il a l'âge qu'aurait notre fils. Pamela a fermé les yeux un instant, sentant le poids proche des souvenirs. Elle a dégluti, incapable de répondre tout de suite, et le temps a semblé reculer, la ramenant 10 ans en arrière. À cette époque, Pamela et Augustin étaient de jeunes rêveurs. Ils venaient chanceler de terminer forte leurs études de droit et avaient ouvert leur premier cabinet. Petits, modestes, mais pleins d'ambition et d'amour, ils étaient des partenaires inséparables en tout, dans la vie, dans leurs projets et dans leurs rêves. Le bonheur a semblé complet lorsque Pamela est tombée enceinte. L'enfant était très désiré par eux deux et semblait symboliser une nouvelle étape. Mais le rêve s'est transformé en tragédie. Lors de l'accouchement, il y a eu de graves complications, le chaos, le désespoir. C'est Doña Marta, sa mère, qui lui a annoncé la nouvelle. « Où était mon fils, maman ? Je veux voir mon fils !» a supplié Pamela, les yeux pleins de larmes. « Malheureusement, le petit n'a pas survécu, ma chérie », a dit Doña Marta avec froideur. Depuis ce jour, quelque chose a changé en Pamela. Elle s'est refermée sur elle-même. Ce qui était de la tendresse est devenu de la dureté. La générosité a été remplacée par un besoin de tout contrôler. Augustin, au contraire, bien que dévasté, a essayé de préserver sa bonté et sa générosité. Il souffrait, mais continuait de voir la beauté dans le monde. De retour au présent, Pamela a murmuré « Je ne sais pas, mais quelque chose en moi me dit que nous devons aider ce garçon, Augustin. » Augustin lui a pris la main et a répondu fermement « Alors nous l'aiderons, ma chérie. » Et ils l'ont aidé. Ils ont emmené Pedro chez l'opticien et lui ont acheté de nouvelles et belles lunettes avec une protection spéciale. Elle n'était pas seulement fonctionnelle, mais de haute qualité, bien meilleure que celle qu'il avait perdue. Elles ont coûté plus que les 5000 pesos qu'il avait rendus la veille. « Merci beaucoup, vraiment, merci infiniment », a dit Pedro, rayonnant en essayant le nouvel accessoire. Sa joie était évidente. Après cela, le couple l'a emmené au restaurant. Le garçon, qui n'avait jamais mis les pieds dans un tel endroit, s'est assis timidement, les épaules voûtées, mais il s'est vite détendu. Il a savouré chaque plat comme si c'était un festin de roi. Pendant qu'il mangeait, il a raconté son histoire. Il a raconté qu'il avait été trouvé bébé dans une poubelle, qu'il avait été élevé par des sans-abri, mais qu'il n'avait jamais eu de vraie famille. Un par un, ceux qui l'aidaient avaient disparu. Faim, froid, maladie, solitude. « Je ne sais même pas comment je suis encore en vie », a-t-il dit simplement, avec un sourire douloureux. Augustin et Pamela ont échangé un regard. Ils avaient la même boule dans la gorge. Un silence respectueux s'est installé entre eux pendant qu'ils regardaient cet enfant s'accrocher à la vie avec si peu. Après le déjeuner, en sortant du restaurant, Pedro a joint ses mains et a remercié sincèrement « Merci pour les vêtements et pour tout. Vraiment, un grand merci. » Il a commencé à s'éloigner, mais à ce moment-là, quelque chose s'est passé. Augustin et Pamela se sont regardés à nouveau, comme s'ils lisaient dans leurs pensées, et ont compris sans mot dire ce qu'ils devaient en faire. Augustin a fait 2 pas en avant et l'a appelé. « Attends, tu ne peux pas juste partir, retourner dans la rue. Tu es un enfant, tu as besoin d'être en sécurité. » Pedro s'est retourné, incertain. « Je me débrouillerai. J'ai l'habitude, j'ai le ventre plein, de nouvelles lunettes, de nouveaux vêtements, tout ira bien. » Alors Pamela a fait un pas en avant. « Pedro, tu as besoin de soins, surtout pour ta vue. Pourquoi ne resterais-tu pas chez nous pendant quelques jours ? Nous pouvons trouver un médecin, voir s'il y a un traitement. Tu ne peux pas retourner dans la rue dans cet état. » Pedro a senti son cœur battre plus fort. L'idée de dormir dans un vrai lit, d'avoir une couverture, de la nourriture chaude, c'était tout ce dont il avait toujours rêvé. Mais l'incertitude était plus forte. Il a baissé la tête, ne sachant pas comment réagir. « Vous avez déjà fait tellement pour moi, je ne veux vraiment pas vous déranger. » Augustin s'est accroupi, a posé sa main sur son épaule avec fermeté et chaleur. « Pedro, notre maison est grande, tu ne nous déranges pas. Au contraire, nous serons mieux si tu restes avec nous. » Le garçon est resté silencieux un instant. Le doute était toujours présent, mais l'espoir commençait à le gagner. Pour la première fois, il a senti que peut-être son destin était en train de changer. Le couple de millionnaires a continué à le persuader avec des mots gentils et des regards chaleureux. Et aussi étrange que cela puisse paraître, le petit Pedro a finalement accepté l'invitation. Au fond de lui, il sentait que pour la première fois, quelqu'un le regardait différemment. Pas comme un dérangement, pas comme un problème, mais comme quelqu'un qui méritait de l'attention. Ironiquement, il le sentait sans pouvoir le voir. Ce soir-là, la voiture du couple s'est arrêtée devant le majestueux manoir. En franchissant le seuil, Pedro est resté silencieux.
Les sons étaient différents, les odeurs étaient blé douces, et le sol sous ses pieds n'était ni rugueux ni fissuré. C'était comme s'il était entré dans un autre monde. Doña Marta, la mère de Pamela, était dans le salon, et en voyant la porte s'ouvrir, elle a été choquée par la surprise. « Mais qui est ce garçon ?» a-t-elle demandé, sous le choc. Pamela s'est avancée et a répondu calmement « C'est le garçon du portefeuille, maman. Il a tout rendu, il était honnête. Nous avons réalisé qu'il avait besoin d'aide, et nous avons pensé que la meilleure chose à faire était de le laisser vivre avec nous pendant quelques jours. Il va aussi voir un ophtalmologue pour sa vue. » Doña Marta n'a rien dit tout de suite, se contentant de hocher la tête froidement en fixant le garçon. Mais plus tard, seule avec sa fille, son véritable avis est devenu clair. « Quelle folie d'amener des mendiants dans la maison, Pamela » a-t-elle demandé avec indignation. « Il n'est pas qu'un mendiant, maman. C'est un enfant qui a besoin d'aide. J'espère que ton cœur ne va pas recommencer à s'adoucir » a-t-elle sifflé froidement. « Tu sais très bien que pour rester au sommet, il faut être dur. J'ai toujours été honnête à ce sujet. » Mais il y avait quelque chose d'autre dans la voix de Marta. Elle a fait observer Pedro avec une attention particulière, et quand il a enlevé ses lunettes de soleil un instant, la femme s'est figée. Les iris du garçon étaient pans et blancs, une couleur qu'elle avait déjà vue il y a exactement 10 ans. À ce moment-là, Doña Marta est sauvetée revenue mentalement au passé. Elle était à l'hôpital, Pamela venait d'accoucher. Il y avait encore de l'espoir, des pleurs, de l'artan, de la vie. Mais quelque chose d'étrange s'est passé. Le médecin, après avoir examiné le bébé, l'a emmené dans un coin, loin de sa mère. « Mon fils, il va bien. Je veux voir mon fils », suppliait Pamela depuis son lit, pleine d'anxiété et de larmes. Doña Marta, remarquant que le médecin ne revenait pas, s'est approchée de lui. Elle a vu le bébé et s'est arrêtée. Le nouveau-né avait un film laiteux sur les yeux. Les deux iris étaient en fait presque complètement recouverts. Elle a immédiatement compris, le bébé était aveugle. Sans perdre de temps, elle s'est approchée du médecin et a dit fermement « Tu vas retourner là-bas maintenant et dire que ce bébé est mort. Tu diras qu'il n'a pas survécu. » C'était un médecin corrompu qui avait déjà fait des choses sales pour elle. L'argent n'était pas un problème. Avec une grosse enveloppe à la main, il a accepté. Quelques minutes plus tard, il est revenu dans la chambre de Pamela avec une fausse expression de deuil. « Je suis vraiment désolé, le bébé n'a pas survécu. » Augustin, qui est arrivé un peu plus tard, a entendu le même mensonge. Et Marta a fait semblant de les réconforter tous les deux. Elle a dit qu'elle s'occuperait de tout, des funérailles, de tous les détails, mais il n'y a pas eu de funérailles. En fait, cette même nuit, Doña Marta a laissé le bébé seul dans une poubelle. Elle était pleine de haine et d'égoïsme. « Tu ne seras qu'un fardeau. Tu vas ruiner la vie de ma fille, sa carrière et l'avenir d'Augustin. Ils sont en train de grandir, et je ne te laisserai pas gâcher ça. » « Je n'aurai pas de petite-fille aveugle, a-t-elle dit froidement avant de laisser le nouveau-né seul, pleurant au milieu des sacs déchirés et des restes de nourriture. Après avoir laissé le bébé dans les ordures, Doña Marta a commencé à façonner sa fille avec des mots durs, rendant son cœur dur. Elle a transformé la douleur de Pamela en froideur, et maintenant, 10 ans plus tard, elle regardait ce garçon assis sur le canapé de sa maison, et elle reconnaissait les yeux, les iris blancs, le visage, la manière d'être. « Ce n'est pas possible », s'est-elle murmurée. Pendant que l'esprit de Marta était rempli de doutes, Pamela souriait naïvement, sans se douter que, peut-être, son propre fils était assis juste devant elle, le bébé qui lui avait été arraché et qu'elle croyait mort. Petit à petit, l'avocate a remarqué un changement soudain chez sa mère. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ? Qu'est-ce qui se passe ?» Marta a souri d'un sourire forcé, s'éloignant émotionnellement. Rien, tout va bien, tout va bien. Je me suis juste souvenu que j'avais oublié de prendre mes vitamines aujourd'hui, mais je vais bien. Elle a souri chaleureusement à Pedro, mais à l'intérieur, la panique a envahi chaque centimètre de son corps. Elle a attendu que la nuit tombe. Quand tout le monde dormait et que le garçon se reposait enfin dans un lit chaud et douillet, elle s'est approchée silencieusement. Avec des mains sûres, elle a arraché une mèche de ses cheveux. Le lendemain matin, avec le matériel génétique en main, elle est allée à un laboratoire privé. « J'ai besoin que vous fassiez un test ADN entre cet échantillon et ceux de Pamela et d'Augustin. J'ai besoin du résultat hier. » Pendant ce temps, une atmosphère particulière régnait dans la maison. Pamela semblait de plus en plus attachée à Pedro. Sa voix était devenue plus douce, elle riait aux phrases simples du garçon. Augustin, de son côté, était calme et souriant. La présence de l'enfant semblait combler un vide ancien. Pedro avait également changé. Son visage reflétait maintenant l'espoir, bien que la peur vivait toujours au fond de son cœur.
Aussi heureux que je sois, qu'est-ce que ce sera de retourner dans la rue? Pourrais-je survivre à nouveau dans ce monde? Pensait-il. Aujourd'hui, nous allons chez l'ophtalmologue, l'a appelé Augustin. Pamela s'est approchée avec enthousiasme. Nous avons un rendez-vous avec l'un des meilleurs médecins. Nous verrons ce qu'il dit de ton état, Pedro. Pedro a souri, ne sachant comment exprimer sa gratitude. Dans le cabinet de l'ophtalmologue, le petit Pedro était assis entre Augustin et Pamela, tripotant nerveusement ses doigts sur ses genoux. L'environnement était nouveau, avec des odeurs propres, des sons doux et des voix calmes. Quand le médecin est entré et s'est assis devant eux, le silence a régné dans la pièce. Avec un regard professionnel mais aimable, le spécialiste a commencé à expliquer que Pedro souffrait d'une maladie appelée cataracte congénitale. Le garçon a tourné son visage vers la voix, écoutant attentivement. Le médecin a poursuivi. C'est une opacification du cristallin de l'œil qui se forme à la naissance. Ce film blanchâtre empêche la lumière de passer correctement, rendant la vue floue ou, dans son cas, pratiquement inexistante. Comme il n'y a pas eu de traitement pendant de nombreuses années, la situation s'est beaucoup aggravée. Augustin a pris la main du garçon et le médecin a conclu. Mais il y a un traitement. Il y a une opération pour enlever ce film blanc. Je ne peux pas garantir qu'il verra à 100% comme une personne sans problème de vue, mais je peux dire avec certitude, il pourra voir. On ne sait pas encore quand, mais il y a de l'espoir. C'était comme si le temps s'était arrêté. Pedro a porté ses mains à son visage et, incapable de se retenir, a laissé les larmes couler librement sur ses joues. Les pleurs étaient sans être silencieux, remplis d'émotions qui ne pouvaient pas être exprimées avec des mots. Après tant d'années passées à croire qu'il resterait à jamais dans l'obscurité, une opportunité s'était présentée. Mais ensuite le médecin a dit ce que le garçon ne voulait pas entendre. Le coup, l'opération, les tests, les médicaments. Le processus entier est coûteux, très coûteux. Pedro, le visage encore mouillé de larmes, a baissé la tête. Le cœur qui battait à tout rompre d'espoir une minute plus tôt, ressentait maintenant le poids de la réalité. Je ne pourrai jamais payer ça, a-t-il murmuré timidement. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Augustin a posé sa main sur son épaule et a dit « Nous paierons tout, Pedro. » Pamela a hoché la tête, émue. « C'est la moindre des choses que nous puissions faire. » Pedro s'est tourné vers eux, perplexe. « Mais pourquoi? Pourquoi faites-vous ça pour moi ?» Augustin a souri. « Parce que tu le mérites. Tu es un bon garçon, honnête. Tu mérites bien plus que ce que tu as eu pendant toutes ces années dans la rue. » Peu de temps après, Pamela, seule avec Augustin, a touché sa main et a avoué d'une voix basse mais ferme. « Je pensais que je ne pourrais plus jamais ressentir ça. Mais aujourd'hui, je sens que je peux à nouveau m'occuper d'un enfant, que je peux être mère. » Pendant ce temps, dans un autre coin de la ville, Doña Marta tremblait, tenant une enveloppe dans ses mains. À l'intérieur se trouvait la confirmation de sa plus grande peur, le résultat du test ADN. « Non, ce n'est pas possible », a-t-elle murmuré, les mains tremblantes. Pedro était bien le fils de Pamela et Augustin. Elle a commencé à faire les 100 pas, agitée, le visage pâle et le souffle court. « Je ne peux pas laisser ce salaud tout gâcher. » Pamela et Augustin ont déjà manqué le travail aujourd'hui pour l'emmener chez le médecin. Cet aveugle va ruiner l'héritage de la famille, et s'il reste tôt ou tard, ils découvriront ce que j'ai fait. Je suis perdue. Et puis, comme si le mal avait complètement pris le contrôle de ses pensées, elle a eu une idée tordue. Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a 10 ans. Je ne prendrai pas de risque. Je vais en finir avec ce malheureux. D'une voix froide, elle a ordonné qu'un dîner somptueux soit préparé pour le soir et a inclus un dessert spécial parmi les plats. Des coupes individuelles de mousse, sucrées et tentantes. Elle a mis de côté une coupe spécifique avec de la poudre mélangée à du poison. Elle l'a placée stratégiquement dans le coin droit du réfrigérateur avec l'intention claire. Celle-ci était pour Pedro. Mais le destin n'était plus du côté du mal. Lorsque Pedro, Augustin et Pamela sont revenus du rendez-vous, ils étaient vraiment ravis, parlaient un peu fort, souriaient, heureux de la nouvelle que Pedro avait de grandes chances de revoir. Ils sont entrés dans la maison en riant et en discutant des détails que le médecin leur avait donnés. Quelques minutes plus tard, Pedro, comme toujours, est allé à la salle de bain, se guidant par la mémoire et les ombres qu'il pouvait distinguer. Pamela et Augustin, dans le salon, continuaient d'un de parler avec Doña Marta. Ils étaient tellement émus par les événements des derniers jours qu'ils ont décidé de dire quelque chose qu'ils n'avaient pas encore dit. « Maman, nous devons te dire quelque chose », a commencé Pamela. « Nous pensons à adopter Pedro », a ajouté Augustin. Doña Marta a souri d'un sourire forcé. « Vraiment ?
Quelle merveilleuse idée! Cette maison a besoin d'un enfant pour apporter de la joie chaque jour. Mais à l'intérieur, elle bouillait de rage. Et nous allons fêter ça, a-t-elle dit, faussement enthousiaste. J'ai préparé un merveilleux dîner. Pendant ce temps, quelque chose s'est passé qu'elle n'avait pas remarqué. Pedro, sortant de la salle de bain, a eu soif, est allé à la cuisine et a ouvert le réfrigérateur à la recherche d'eau froide. À ce moment-là, il a senti le doux parfum du dessert. Curieux, il a tendu la main et a tâtonné les coupes soigneusement alignées. Il en a pris une. Il a eu envie de la manger, mais sa conscience a été plus forte. « Je ne peux pas, ce n'est pas ma maison. » Il a soigneusement remis la coupe dans le réfrigérateur. Sans le savoir, il a changé l'ordre des coupes. Celle qui était dans le coin n'était plus la même. Plus tard, au dîner, tout le monde riait, mangeait et parlait. La soirée était légère, remplie d'espoir. Pamela et Augustin étaient vendés sur le point d'annoncer l'adoption à Pedro. Mais avant qu'ils ne puissent en dire un mot, Doña Marta s'est levée avec un grand sourire et a interrompu le moment. « Attendez, vous devez d'abord goûter le dessert. Je l'ai préparé avec beaucoup d'amour. » Elle s'est approchée du réfrigérateur d'un pas déterminé, a ouvert la porte et a dit « Celui-ci, celui qui est dans le coin droit. Il est pour cet horrible petit voyou. » Elle a pris la coupe et, le cœur battant de colère, a pensé « Il n'est pas mon petit-fils, il n'est qu'un aveugle dégoûtant et il aura ce qu'il mérite. » Mais Doña Marta ne savait pas que le destin avait déjà changé ses plans et la coupe qu'elle tenait dans ses mains n'était plus la bonne. Pedro tenait sa coupe de dessert dans les deux mains et, bien qu'il ne voyait pas bien, il sentait le parfum doux et tentant. Il a porté la cuillère à sa bouche et a commencé à manger avec plaisir, avec délice, comme une personne qui n'avait jamais rien goûté d'aussi délicieux de sa vie. « C'est incroyable », a-t-il dit avec un sourire d'émerveillement, presque enfantin. Doña Marta, avec une lueur perverse dans les yeux, a répondu avec une fausse tendresse « Tant mieux, mon cher, je l'ai préparé spécialement pour toi. » Et avec ce ton sarcastique, elle a pris son propre dessert et a commencé à manger aussi, observant chaque mouvement du garçon avec une attention malsaine. Mais alors, l'imprévu s'est produit. Pendant que Pedro finissait son dessert avec un sourire, sans montrer aucun signe de malaise, c'est Doña Marta qui a porté sa main à sa poitrine, suffoquant légèrement. « Mais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle marmonné, chancelante. Sa respiration est devenue haletante et irrégulière. Ses mains ont tremblé, sa peau a pâli et est devenue moite. De la salive a commencé à couler abondamment de sa bouche. Ses yeux ont lentement roulé, son visage est devenu rouge puis bleu. Son corps tremblait comme s'il était électrocuté. « Maman, maman, qu'est-ce qui se passe ?» a crié Pamela en panique, se précipitant pour la soutenir. Augustin a également couru vers sa belle-mère, essayant de comprendre ce qui se passait. « Je vais appeler une ambulance. » Mais il était déjà trop tard. Doña Marta s'est effondrée sur le sol, de la mousse à la bouche, les doigts le contractés et les veines gonflées dans son cou. Dans ses dernières secondes de vie, entre des respirations douloureuses, elle a murmuré avec haine « Maudit aveugle ». Le silence est tombé sur tout le monde comme une pierre lourde. Peu de temps après, le corps de la femme a été remis à la médecine légale. La mort soudaine nécessitait une explication, et elle n'a pas tardé. Les analyses ont montré des traces de cyanure de potassium dans son corps. La confirmation a laissé Pamela sous le choc. « Cyanure, ma mère a été empoisonnée. »« Mais qui a pu faire ça ?» a-t-elle murmuré, confuse. Le lendemain, alors que Pamela préparait les vêtements de sa mère pour les funérailles, le destin a tout révélé. Dans la chambre de Martha, en ouvrant le tiroir d'une armoire, Pamela est tombée sur un petit flacon. À l'intérieur, il y avait de la poudre blanche. À première vue, du sucre ou du sel, mais son intuition a crié « C'est du cyanure ». À côté, il y avait une enveloppe. Les mains tremblantes, Pamela l'a ouverte. C'était le résultat d'un test ADN. Le document portait 2 noms familiers, Pamela et Augustin Machado, et le nom d'un mineur non identifié. Le résultat, cas de compatibilité. Le corps de Pamela est redevenu froid, mais le pire était à côté. Un vieux journal à couverture rigide. Page après page, elle a lu le récit froid de la femme qu'elle avait autrefois appelée mère. Tout y était. Chaque détail, le mensonge de l'hôpital, le bébé aveugle abandonné dans une poubelle, la corruption du médecin, le plan manipulation pour que Pamela ne pense qu'à l'argent. La froideur avec laquelle elle avait modelé sa propre fille, et à la fin le plan pour empoisonner Pedro, quand elle a découvert qu'il était le petit-fils qu'elle avait elle-même jeté. Pamela est tombée à genoux, le journal pressé contre sa poitrine, et a pleuré comme une enfant. Augustin est entré dans la pièce et s'est précipité vers elle.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé. Elle a levé son visage inondé de larmes et a dit d'une voix brisée. Ma mère était un monstre. Elle a tout raconté, a lu les pages, a montré l'analyse. À chaque phrase, Augustin pâlissait de plus en plus, jusqu'à ce qu'il murmure sous le choc. Alors Pedro, il est là notre fils. Même avec l'horreur qui remplissait leur cœur, une lumière s'est allumée en eux. Tout s'est mis en place. Ce lien, cette attraction, le regard, le sentiment qui les avait saisis dès le premier jour. Sans perdre une seconde, ils ont couru vers Pedro, qui était assis dans le jardin et jouait avec une nouvelle petite voiture. Pamela est tombée à genoux devant lui et l'a serré fort dans ses bras. Augustin l'a rejointe. « Pedro, mon fils, tu es notre fils », a-t-elle dit d'une voix tremblante. Le garçon n'a pas tout de suite compris, mais petit à petit, les mots ont commencé à avoir un sens. « Je suis votre fils ?» a-t-il demandé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Augustin, en pleurs, a hoché la tête. « Oui, mon fils, tu l'as toujours été. » Et malgré la douleur dans son âme, Pamela lui a tout raconté, tout ce que Doña Marta avait fait. Pedro s'est alors souvenu du moment où il avait déplacé les coupes dans le réfrigérateur. « J'ai changé les coupes par accident. C'était un accident. C'était censé être pour moi, a-t-il murmuré en déglutissant. Pamela l'a serré plus fort dans ses bras. L'important, c'est que tu sois vivant, mon fils. Et maintenant, personne ne te fera plus de mal. Personne. Pamela a refusé d'aller aux funérailles de sa mère. Elle ne mérite pas ma présence. Elle a elle-même creusé sa tombe, a-t-elle dit fermement. Doña Marta a été enterrée dans un cimetière anonyme, sans bougies, sans adieux, sans fleurs, mais dans un autre coin de la ville, une nouvelle vie commençait. Pedro, maintenant sous la garde de ses vrais parents, a commencé un traitement. L'opération était prévue, et quelques semaines plus tard, il est entré dans la salle d'opération. Quand il s'est réveillé, la lumière lui a fait mal aux yeux. Ses yeux étaient jaunes douloureux, mais un bandage doux couvrait son visage. Quelques jours plus tard, le médecin a enlevé le bandage. Augustin et Pamela étaient là. Pedro a cligné des yeux et a vu des formes, des silhouettes, des contours. Le monde était encore flou, mais pour la première fois, c'était un monde. Il a regardé devant lui et ils étaient là. « Je vois, c'est vous. Vous êtes si beau, a-t-il dit, pleurant et riant en même temps. Augustin, ému, l'a serré dans ses bras. « Mon garçon. » Pamela a pris son visage dans ses mains et a murmuré « Tu es le plus grand cadeau de notre vie. » Le temps a passé. Pedro n'a plus jamais eu faim, n'a plus jamais dormi par terre. Il a recommencé à étudier, à jouer, à rire, à être aimé. Pamela, voulant racheter les erreurs du passé, a fondé une ONG pour aider les enfants des rues, en leur offrant un abri, une éducation et de l'amour. Avec Augustin, elle a eu d'autres enfants, et ils ont tous grandi dans une maison pleine d'amour, de vérité et de dignité. Pedro est devenu un grand frère, un exemple. Et bien qu'il ne voyait pas encore parfaitement, il a commencé à voir le monde avec une clarté que seuls ceux qui ont vécu dans l'obscurité peuvent comprendre.